Y a-t-il eu rançon ou pas? C'est l'une des questions que l'on se pose ce matin. Avant de vous entendre, messieurs, je vous propose de réécouter cet homme qui était en direct avec nous ce matin dans Première Édition. Il s'appelle Jean-Marc Gadoulet. Il a été négociateur pour Areva, pour 2 des premiers otages de ce groupe. C'est lui qui a obtenu la libération de Françoise Larribe et des otages africains en février 2011. Rançon ou pas? Voici sa réponse. Il y a énormément de solutions et de possibilités pour satisfaire les gens d'AQMI. Et la problématique de la rançon est un non-problème, c'est une fausse question en réalité. Je suis incapable de vous dire que ce qui a été décidé, mais ça peut être des compensations, des libérations, ça peut être ce genre de choses, comme ça a été fait par le passé, ailleurs. Bonjour Samuel Laurent. Bonjour. Vous êtes spécialiste du terrorisme, auteur de Sahélistan, les nouvelles terres de djihad aux éditions du Seuil. A-t-on payé? Oui, on a payé indéniablement. Je le pressentais hier soir parce que je trouvais que la déclaration était extrêmement sibylline. On disait qu'il n'y avait pas de rançon, il n'y avait pas d'assaut. Tout le monde joue sur les mots. C'est pas de la rançon, monsieur, ce sont des compensations, exactement. Des contreparties. Ce sont des contreparties. En plus, c'est des contreparties indirectes. Elles sont versées. Alors, c'est peut-être une initiative qui a été prise par le président du Niger. En l'occurrence, ça équivaut à payer. C'est l'interface, le président du Niger, qui joue ce rôle-là. Exactement. Il permet à la France de dire qu'elle n'a pas payé directement. Exactement, comme on l'a eu au Qatar, avec le Qatar précédemment sur d'autres affaires, etc. En permanence, on essaye de trouver un interlocuteur qui bypasse quelque part la politique du gouvernement, qui consiste à dire on ne négocie pas avec les terroristes. C'est l'État français ou c'est Areva qui a payé ? Alors écoutez, là, en l'état actuel des choses, moi, je n'étais pas dans la négociation, donc je ne peux pas vous le dire. Mais très probablement... Alors je pose indirectement la question. Ouais. Le fait que les otages Lazarevitch et Rodriguez soient toujours en captivité, ne soient pas dans le giron d'Areva, voilà. Je pense que c'est extrêmement révélateur du problème et de la façon dont il a été géré. C'est-à-dire qu'en effet, on voit que les 2 orphelins de l'histoire, Lazarevitch et Rodriguez, ce sont évidemment les 2 otages qui étaient en freelance, qui faisaient du bénévolat en Afrique ou qui habitaient là-bas, etc. et qui n'étaient pas soutenus par une grande entreprise comme Areva ou comme Vinci. Ulysse Gosset, est-ce que le président Issoufou a joué seulement ce rôle d'intermédiaire occulte ou ça va au-delà de ça? Non, il l'a joué ouvertement, mais de façon secrète dans la négociation concrète. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a envoyé depuis déjà maintenant près de 3 ans des émissaires régulièrement dans le nord du Mali pour rencontrer les Touaregs. Et il a envoyé là-bas un émissaire Touareg, qui est un ancien ministre de l'Environnement, qui est également le patron de la société qui gère la future mine d'uranium. Et l'uranium, c'est un mot clé au Niger, puisque c'est de là que vient l'uranium qui alimente nos centrales nucléaires. Eh bien, cet émissaire, non seulement est Touareg, mais en plus, il travaille avec Areva sur la mine d'Imoumaren, qui est en train d'être ouverte en ce moment même. Et c'était crucial pour le Niger de dire, voyez, on est capable de faire libérer vos otages. Ça veut dire que vous pouvez venir travailler chez nous sans risque pour vous expatrier. C'est ça le message. Vous êtes en train de dire que l'émissaire du président nigérien était en quelque sorte le représentant, aussi d'Areva. Incontestablement, il joue un double rôle, à la fois un rôle politique, le représentant du président du Niger vis-à-vis de toute la communauté Touareg au Niger et au Mali. Et d'ailleurs, on parlait de compensation, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, il y a eu une décision qui est passée inaperçue à l'époque, mais on a appris que des mandats d'arrêt portés contre des représentants Touareg du Nord Mali avaient été levés. C'était l'un des éléments de la négociation secrète. Et pour obtenir cela, il a fallu qu'il y ait ce contact permanent entre le président du Niger Issoufou, ses émissaires et les ravisseurs. Tout le monde se tient dans cette histoire, donc. Ah mais exactement, puis ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en l'occurrence, il y a une triple collusion, pas double, c'est-à-dire ce monsieur qui est représentant donc, de la communauté Touareg, etc., qui travaille en même temps avec Areva, qui est l'émissaire d'Issoufou, et en même temps, quand même, celui qui part négocier avec les terroristes. Donc il y a une espèce de collusion absolue. Il faut savoir que c'est quand même quelque part des pays extrêmement troubles. Donc tout le monde connaît tout le monde, les relations sont extrêmement perméables. Comme on l'a vu, il est capable d'intervenir au Mali. Et en l'occurrence, c'est à la fois rassurant, parce qu'en effet, comme on dit, c'est un signe qu'on peut libérer les otages, mais en même temps, je trouve ça assez inquiétant. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, on a encore eu des attentats à Arlit, ce qui prouve que les bases sont loin d'être étanches. Ulysse, un mot de Serge Lazarevitch, l'homme qui n'était pas au rendez-vous. Mais ce qu'il faut dire, contrairement à ce qui a été dit, notamment par sa famille, son réseau et ses amis, c'est qu'effectivement, il y avait une volonté de le sortir avec les autres otages. On savait que les otages, les 4, avaient été à un moment donné en contact
contact avec Lazarevic. Ils ont même été, semble-t-il, à un moment donné ensemble. Pourquoi et on ça a voulait bloqué, les sortir. alors ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été au dernier moment? Est-ce qu'il a été retiré du deal conclu? Ou bien est-ce qu'il n'en faisait pas partie? On l'ignore. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au côté français, il y avait un immense espoir qu'il fasse partie de la libération. Dernier mot, Samuel. Moi, j'ai deux choses à dire. Cette nuit, j'ai passé les coups de fil parce que c'est assez imprécis. La première chose, c'est que le désert aujourd'hui bruise de rumeurs. Alors, tout le monde s'accorde sur un point, c'est que beaucoup d'argent a circulé. On parle de dizaines de millions de dollars dans tous les cas de figure, toutes les informations que j'ai pu croiser, qui sont partis dans l'Adrar. L'Adrar, qui est une zone traditionnellement acquise à Iyad Ghali, donc le Touareg qui dirigeait en Sardine, qui est parti ensuite chez Acme. Et donc, il y a eu de très grosses distributions. Ensuite, j'ai appelé un ami que je connais bien, qui est très en cheville avec les gens d'Acme, et qui est un des leaders de Jabhat el-Nusra en Syrie. Et ce monsieur me présentait aujourd'hui le résultat de ces négociations comme une grande victoire pour Al-Qaïda. On n'a rien remporté. On n'a pas négocié une sortie comme ça avec Al-Qaïda plein de remords qui rendaient les otages. Simplement, ils ont estimé qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et qu'ils ont quelque part remporté le deal. Merci messieurs d'être venus ce matin sur le plateau de première édition. Évidemment, Ulysse Gosset reste avec nous. Pascal. On s'interroge évidemment ce matin comment se remettre de 3 ans de captivité, 3 ans sans avoir vu ses proches. Les otages sont fatigués, ils sont en bonne santé, nous dit-on. Mais leur santé psychologique, c'est le point d'interrogation. Quelle est la fin ? Le sourire est là, la santé semble bonne. Mais les blessures invisibles, psychologiques, elles, sont forcément profondes. Évidemment qu'on est broyé dans un contexte extrêmement difficile. Il faut se battre tous les jours, chaque seconde, pendant plus de 1000 jours. Pendant 3 ans, la peur constante d'être tué, la solitude, la sensation d'être déshumanisé, voilà qui peut provoquer de lourdes séquelles sur le long terme. Certains otages peuvent développer des troubles psychosomatiques tout de suite ou plus tard. Ils peuvent être aussi dans des conduites de méfiance exagérées à toute prise de risque ou même à toute vie normale avec des crises d'angoisse, des problèmes de sommeil. Pour alléger le traumatisme, le soutien des proches est essentiel. La médiatisation, en revanche, est à double tranchant. C'est vrai que c'est quelque chose qui aide les otages dans un premier temps, c'est ce qui a fait qu'on ne les a pas oubliés. Et d'un autre côté, c'est ce qui peut aussi les enfermer dans un statut d'otage et qu'ils auront peut-être du mal à se défaire. Pour les aider à traverser cette épreuve, tous ces ex-otages seront pris en charge par des psychologues, et ce, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.